et heureuse de me retrouver face à vous pour cette première édition de Journée culturelle. D'autant plus fière d'être modératrice pour la première fois, n'est-ce pas? Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Hein? Vous n'avez pas froid, vous êtes prêts, attentifs à prendre des notes, parce que cette thématique qui est l'entrepreneuriat sera très riche avec nos deux intervenants de qualité. Donc, dans un premier temps, nous avons Nathan Longajim, entrepreneur, ainsi que Constant Ngarmadji. Voilà, donc ils sont là pour répondre à toutes vos questions et je sais que vous allez en sortir de là très, très enrichis et contents et fiers d'eux, parce que c'est des entrepreneurs avec des parcours quand même assez différents et très riches de surcroît. Voilà. Ils vont se présenter chacun à leur tour. Ils vont vous faire part de leur parcours. Donc, je vais du coup laisser la parole à Constant de se présenter. Alors, pour chauffer un peu la salle, je vous demanderai quand même de l'applaudir, s'il vous plaît. Hein? Honneur au plus jeune. Merci Caroline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Nathan Longajim, Caroline le disait. D'abord, je voulais commencer par dire que je suis ravi d'être là aujourd'hui, de pouvoir contribuer à ma modeste mesure à essayer d'élargir au maximum les ambitions entrepreneuriales qu'on peut avoir en France ou en Afrique, mais avec des personnes issues du continent. Moi, pour me présenter en deux mots, donc Nathan Longajim, j'ai un parcours où j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé ma carrière dans la finance. J'ai travaillé dans une banque américaine qui s'appelle Morgan Stanley, sur du conseil en fusion-acquisition. J'ai pas mal voyagé entre Paris, Londres et l'Afrique du Sud, avant de monter une première entreprise, une agence de publicité en 2016, qui s'appelle Média France. Pourquoi je parle de cette première expérience dans la finance? On aura l'occasion d'y revenir, mais pour moi c'était très formateur. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut avoir travaillé avant d'entreprendre, que c'est très important de se faire une première expérience, de travailler, d'avoir un patron, d'entendre des ordres et de produire des choses avant de le faire pour soi-même. Et donc moi j'ai décidé de le faire après 5 années d'expérience, d'abord en créant une agence de publicité qui s'appelle Média France, que j'ai lancée en 2016, qui s'est implantée sur 3 pays, la France, l'Espagne, l'Italie, avant de la revendre en 2020. Et j'ai décidé en 2021 de m'attaquer à un nouveau secteur d'activité qui est la formation. Et j'ai donc créé un groupe d'écoles qui aujourd'hui repose sur 2 jambes. Une première école qui fait de la formation en ligne à destination d'adultes pour faire de la reconversion professionnelle sur des métiers passion. Donc j'aide des adultes le soir et le week-end à se former à de la couture, de la pâtisserie, de la broderie et pas mal d'autres thématiques manuelles pour se reconvertir professionnellement. Ça c'est la première activité. Et une deuxième, j'ai une école de commerce qui forme des Bac+2 et des Bac+3 en alternance à Paris et dans 3 villes de France pour aider à développer des carrières dans le secteur commercial. Donc moi, pour synthétiser vraiment en 2 mots et pas prendre trop de temps sur la présentation, je dirais que j'ai un profil d'entrepreneur assez opportuniste. J'adore me lancer sur des secteurs d'activité que je ne connais pas par le passé, sur lesquels il est possible de se lancer sans avoir énormément d'expérience et dans lesquels, avec beaucoup d'envie, d'énergie et d'organisation, on est capable de développer des activités assez importantes sur des temps assez réduits. Ngarmadji, je suis le CEO, donc le président directeur général de la société Energy Global Services. C'est une société que j'ai créée en 2021. Mais globalement, mon parcours, très synthétiquement, c'est que je viens d'une école d'ingénieur, je suis d'une formation scientifique, donc comme tout le monde le sait, maths, physique, tout ce qui suit. Et ensuite aussi une formation universitaire, puisque j'ai aussi fait des masters spécialisés au cours de mon évolution professionnelle. J'ai créé une société qui s'appelle Energy Global Services,
qui aujourd'hui est basé en France, donc avec la maison mère, comme on appelle le HQ, à Lille. Voilà, c'est la ville dans laquelle j'habite aussi. Mais avec plusieurs filiales désormais, avec une filiale qui est à Londres, donc au UK, qui s'occupe essentiellement de la partie HR, c'est-à-dire du recrutement du personnel qualifié technique. On a une filiale qui est aussi à Madagascar, qui est basée sur tout ce qui est technique, c'est-à-dire on envoie des formateurs en engineering, donc maintenance, mécanique, électricité, instrumentation, DCS. Et c'est basé à Madagascar. Ça travaille dans les mines avec une grosse société malgache qui s'appelle Ambatovi. Et ensuite, on a aussi une filiale qui se développe pas mal actuellement au Nigeria, qui s'occupe de la partie oil and gas. Pourquoi l'oil and gas? Parce que je suis moi-même issu de l'oil and gas. J'étais ingénieur dans le pétrole pendant plusieurs années. Et par la suite, j'ai gravi les échelons graduellement pour être ensuite directeur technique et directeur général de différentes filiales, notamment en Angola, au Gabon. Et mon dernier poste était basé sur le hub Tchad, Cameroun, Guinée équatoriale, sur lequel je couvrais la zone en matière de développement commercial et puis en matière de développement scientifique et technique aussi. Donc ça, c'était un peu mon parcours. Je suis ravi d'être là aujourd'hui, pour ne pas monopoliser la parole. Et ça sera avec plaisir que j'aurai l'occasion de pouvoir échanger avec vous sur l'entrepreneuriat et cette vision qui est un peu différente de celle de Nathan, ou cette approche. Mais dans tous les cas, voilà, nous cheminons à peu près avec les mêmes éléments, les mêmes challenges. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Alors, du coup, je vais quand même, oui, je vous invite à prendre place chacun. Ensuite, il y a le processus de création et créoporteur. Donc maintenant, peut-être qu'il faudrait que tu évoques un peu ta success story. Je te laisse. Jamais évident de commencer sur une success story. La success story, je pense que moi, la seule chose très importante que j'ai à dire là-dessus, c'est le fait que tout est une question d'équipe, tout est une question de personnes avec lesquelles on peut être amené à s'associer pour développer une activité. On n'y arrive jamais seul, c'est impossible de faire quelque chose d'ambitieux et de développer en le faisant seul. Pour moi, le projet est important, le secteur d'activité l'est aussi, mais rien n'est aussi important que l'équipe avec laquelle on le fait. Et ça peut être une association à un niveau horizontal, ça peut être du mentorat avec des gens qui viennent nous conseiller avec une expérience, et ça peut être aussi et surtout des collaborateurs qu'on va être amené à fédérer, à intégrer, à fidéliser. La clé du développement d'une success story, c'est le fait d'être capable d'attirer des talents, de leur donner envie de nous rejoindre, et le fait de les garder dans le temps pour les amener à nous aider à développer une activité. Il n'y a pas d'autre recette magique, il n'y a pas d'autre solution. Le développement, la croissance, le succès passe par le fait d'être capable d'agréger des talents autour de soi. Il n'y a qu'une seule bonne réponse là-dessus. Ça marche. Un peu plus d'expérience quand même dans le domaine dans lequel j'exerce aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai été d'abord directeur général de plusieurs filiales dans le pétrole, dans le gaz, dans les énergies de manière globale. Donc effectivement, ça m'a quand même beaucoup aidé, mais je voulais quand même préciser quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est que moi personnellement, je ne me serais pas lancé en tant qu'entrepreneur. N'eût été mon épouse, qui est là d'ailleurs, que je salue, d'accord, qui m'a poussé à aller là-dedans, parce que vous savez, quand vous occupez un poste de direction générale dans des grandes entreprises, que vous êtes à l'international, globalement, à la quarantaine, vous vous dites que vous avez fait votre parcours. Donc vous êtes plutôt à l'aise avec l'organisation qui est énorme, qui vous entoure. Vous avez la sécurité parce que vous êtes en CDI à l'international.
vos enfants sont scolarisés, tout est pris en charge par les entreprises. Donc vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je vais aller m'emmerder à démarrer quelque chose de risqué? Et puis en même temps, mon épouse, à chaque fois que nous changeons de pays, m'a dit, mais écoute, est-ce qu'il y a combien de Tchadiens aujourd'hui qui arrivent à monter des entreprises à l'international? On part du principe, je réfléchis, et puis je dis, ben, oui, effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être aussi que le Tchad n'aide pas, effectivement, à aller dans ce sens. C'est peut-être pour ça aussi que les gars qui sont très intelligents, qui sont au Tchad, n'arrivent pas à progresser. Et donc, pourquoi pas? Et donc, à chaque fois, j'hésitais, justement, d'aller dans ce sens. Mais finalement, en 2020, il y avait eu la crise de Covid qui était arrivée. Nous étions à ce moment-là au Gabon, en poste, et toute la famille a dû rentrer. Moi, je m'étais retrouvé seul, au Gabon, tout seul, à la quarantaine, à faire ma cuisine moi-même. Donc, c'était périlleux. Et finalement, j'ai décidé de regagner la famille. Et donc, j'ai trouvé un accord avec l'entreprise pour pouvoir donc me libérer. Et par la suite, il fallait choisir le secteur dans lequel je pourrais vraiment réussir. Ça aussi, ça n'a pas été facile, mais contrairement justement à Nathan, moi j'ai voulu jouer plus de sécurité parce que je suis moins... j'aime un peu moins des risques que ça. Donc du coup, j'ai choisi le secteur dans lequel j'ai exercé, c'est-à-dire la maintenance, les opérations, les domaines de recherche, l'innovation scientifique, technique, ce genre de choses. Et c'est donc, du coup, on a créé cette entreprise qui s'appelle Énergie Global Service, qui s'occupe de la formation comment on appelle ça, des gars sur site, sur les sites pétroliers. D'accord ? On envoie des formateurs qui peuvent être européens, africains, américains, asiatiques, on a tout le monde. Et ces gens-là vont sur des sites et organisent donc des formations. On a aussi des gens qui font de la maintenance sur des grosses unités, des unités de production, donc ça peut être des groupes électrogènes, des champs éoliennes, ou éventuellement aussi des barrages hydroélectriques. Et donc voilà, donc, nous sommes passés effectivement d'un effectif très faible d'une dizaine de personnes à plusieurs dizaines de personnes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes sur un effectif d'environ d'une cinquantaine de personnes à travers le monde, avec plusieurs filiales qui sont basées à Madagascar. Il y a une filiale à Madagascar, il y a une filiale au Nigeria, il y a une filiale en Angola. On a une sister company au Tchad, donc c'est une compagnie sœur à celle d'ici, parce que pour des raisons juridiques, on n'a pas pu relier la société tchadienne à celle d'ici. Donc on viendra dans les détails de la notion succursale versus filiale, donc les intérêts que cela peut représenter. Et puis on a aussi une sister company, c'est-à-dire une compagnie sœur qui est aussi en Angleterre actuellement. Et en introduction, j'avais très rapidement parlé de cela. Sur le plan stratégique, c'était intéressant de recruter les gens à partir de l'Angleterre pour les envoyer à l'international, parce que le droit français en termes de travail était extrêmement lourd. Et donc voilà, donc stratégiquement, c'était aussi des choses importantes. Donc, pour résumer en un mot, voilà, il faudrait avoir quelque chose qui vous stimule, justement, pour déclencher ça. Moi, la stimulation, c'était mon épouse qui était à côté, qui m'a dit, allez, vas-y, donc il fallait y aller. Et puis, indépendamment de cela, ben, il faut avoir aussi une famille. Hein. J'ai mes enfants qui sont là, qui me supportent aussi tous les jours, avec une très bonne équipe à l'international qui m'entoure et qui me permet aujourd'hui de faire des choses que seul je ne suis pas capable de faire. Merci. Vous avez commencé l'entrepreneuriat. Vous avez dit, après avoir eu plusieurs postes, avoir grimpé les échelons, donc du coup vous étiez constitué un certain capital. Mais vous, monsieur Mondadji, vous avez dit que vous avez commencé à 27 ans. Est-ce que vous avez déjà le capital nécessaire ou il n'y a pas forcément besoin d'avoir un capital pour lancer une entreprise? Merci. Lancer nécessitait quand même d'avoir un peu de capital. Ça c'est vrai. Quand on a une vision, une projection internationale, il faudrait avoir un peu d'argent quand même pour démarrer, pour présenter un peu de crédibilité vis-à-vis des banques, parce qu'en réalité, quand vous démarrez votre business et que vous arrivez au niveau de vos clients, la première des choses qu'on va vous demander, c'est vos garanties bancaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez vous envoyer des gens qui vont travailler sur ce qu'on appelle des HMI, par exemple les heavy machines, c'est des grosses machines dans le secteur minier. C'est des machines qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc il faudrait des assurances, il faudrait un certain nombre de choses. Donc votre client va vous demander
Donc, une certaine assurance minimale. Si le gars que vous envoyez disjoncte, par exemple, et qui casse, par exemple, tout, il faudrait quand même que le client puisse se retrouver dedans. Donc, effectivement, il faut un minimum de capital. Alors, moi, pour être honnête, effectivement, il a fallu que je démarre avec quelque chose, quand même, des minimums. Je pense, je peux peut-être me tromper, si Madame est là, elle peut me corriger, mais je pense que j'avais commencé avec 100 000 €. D'accord, voilà, exactement. C'est ce que j'avais en poche pour démarrer ça. Mais en réalité, j'avais commencé par une SARL. Donc la SARL, c'était 1 500 € que j'avais déposé pour démarrer administrativement les choses. Même si effectivement derrière, j'avais quand même cette caisse de 100 000 € qui m'avait permis de démarrer ma première entreprise. Okay, voilà. Donc ça c'était important. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou pas. Moi, effectivement, c'est un cas de figure un peu différent parce que comme j'ai lancé des sociétés dans des secteurs moins techniques que constants, il y avait à la fois besoin de moins de capital au départ pour le lancement et c'était aussi des secteurs d'activité sur lesquels le retour sur investissement peut être aussi plus rapide. Pour répondre à votre question, je pense que l'argent ne doit pas être une barrière sur le fait de lancer un projet. Est-ce qu'il en faut au départ pour relancer? C'est certain, mais il n'y a pas besoin d'en avoir énormément pour se lancer. Et la réalité, c'est que quand on en a trop, c'est là qu'aussi on fait des erreurs et qu'on ne dépense pas forcément à bon escient. De manière concrète, moi, pour se parler concrètement, j'ai commencé avec 30 000 €. Au départ, j'ai lancé une agence de communication. De quoi j'avais besoin? J'avais besoin d'avoir... Donc je vendais de la publicité à des TPE, PME, donc à des petites sociétés, sur des médias nationaux. Donc j'allais voir Marie-Claire, BFM Business, La Tribune, j'allais voir des grands médias, je leur demandais si je pouvais avoir des emplacements sur leur site internet sur lesquels faire de la publicité pour des clients que moi j'allais trouver. Et donc aller voir des médias en leur demandant est-ce que je peux vous rapporter de l'argent, généralement ils vous disent oui. Donc ça vous prend 2 semaines en ayant fait une présentation PowerPoint propre, en ayant mis des belles chaussures, un beau costume et en allant présenter. Donc ça prend pas beaucoup de temps, ça prend surtout de l'énergie et ça coûte 0 €. Par contre, derrière, ce qu'il faut, la clé, c'est aller trouver des clients qui vont eux vouloir payer de la publicité pour aller le faire sur du média national. Et donc le sujet, j'aurais pu avoir 3 millions d'euros, j'aurais pas mieux réussi. Ce qu'il y a de plus important, c'est d'avoir un plan, d'avoir des compétences, de le mettre en place et d'aller chercher du client, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est avoir un business model qui est équilibré et qui, à la fin de l'année, gagne de l'argent. Donc c'est un euphémisme quand on dit on peut démarrer avec 0 €. C'est pas un euphémisme. Après, pardon, quelque chose dont j'ai pas parlé et sur lequel il faut quand même se rendre compte qu'en France, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et donc moi, je pense qu'il faut avoir travaillé avant de lancer son entreprise. Je pense que ça aide à faire un PowerPoint propre et à savoir comment parler quand on veut aller trouver un client. Mais indépendamment de ça, en France, on a quand même la chance de pouvoir se dire que en négociant en rupture conventionnelle avec son ancien employeur, on a droit à 2 ans de chômage à 60% de son salaire net. Ce qui, moi, ce dont j'ai bénéficié, et ça, ce salaire pendant 2 ans, c'était beaucoup plus important que ma mise initiale. Et donc, pourquoi? Parce que c'est de l'argent tous les mois, et surtout c'est une forme de sécurité, un vrai filet de sécurité, et c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Vos employeurs, ça leur coûte pas beaucoup plus cher de faire une rupture conventionnelle. Donc si vous êtes bien comporté pendant la période de travail, il n'y a pas de raison qu'ils disent non. Et par contre, c'est un vrai avantage pour se lancer, parce que ça permet d'avoir 24 mois où il y a un revenu assuré. Et normalement, 24 mois, ça doit être le temps de commencer à avoir des premiers retours. Je pense que mes questions ciblent les 2 intervenants. Pour la première, M. Ndadim, est-ce qu'en termes de partenariat, vous avez des écoles partenaires ou entreprises qui vous soutiennent ou qui vous aident dans votre activité? En termes de comment vous écoutez les talents, donc, les élèves, les professionnels, ceux qui veulent faire de la reconversion, dont vous avez parlé. Ça fait pareil aussi, peut-être tous les partenaires et aussi le recrutement.
Et pour M. Ngarmadi, pourquoi le choix de Madagascar? Est-ce que c'est parce que vous avez dit que vous avez une filiale à Madagascar? Et dans la projection, je voudrais peut-être m'aventurer sur les retombées, d'accord, les retombées pour le pays d'origine, pour le Tchad, sachant qu'il y a des compétences là-bas qu'on peut peut-être cibler en matière, je veux dire, d'emploi, ou de formation aussi. Il y a des écoles et des universités qui attendent peut-être des partenaires avec les entreprises que la diaspora aura créées en Europe. Voilà. En particulier, comme l'a dit tout à l'heure Nathan, c'est que quand on démarre une entreprise, ou en tout cas en matière d'entrepreneuriat, souvent on est seul. Donc on démarre avec des idées qui viennent de partout, on ne sait pas trop exactement comment on va les canaliser. Et puis au fil du temps, on constitue ces idées, on les retravaille avec l'expérience, parce qu'effectivement, c'est là où je le rejoins une fois de plus, c'est que je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience quand même de travail, avoir été managé soi-même, pour avoir un minimum donc de logique dans sa façon de fonctionner, et un peu de rigueur aussi qu'on acquiert au fil du temps quand on est employé. Et ça, c'est une bonne expérience pour pouvoir démarrer les choses. Et de ce fait-là, on structure son business plan. C'est hyper important d'avoir de la visibilité, d'avoir une trajectoire, de savoir à peu près où est-ce qu'on va dès le départ. Et moi, dans mon cas en particulier, c'est que j'avais d'abord ciblé un certain nombre de pays avec lesquels j'aurais pu travailler. Parmi ces pays, il y a le Tchad, qui est mon pays d'origine, et par conséquent, je m'étais dit, il va falloir que je démarre quelque chose au Tchad, c'est là où j'ai le plus de connaissances, j'ai le plus de réseaux. Je peux partager aujourd'hui avec vous, parce que ça me fait un peu rigoler, parce que par la suite, je m'étais rendu compte que ce n'était pas possible. Parce que finalement, c'est vrai, on n'est pas prophète chez soi, et au Tchad, ça s'est très très mal passé. C'est-à-dire que tout de suite, toutes les portes étaient fermées, on me disait oui, mais bon, il fallait être le cousin du ministre de ceci, cela pour arriver à faire quelque chose. Donc, je m'étais vraiment retrouvé un peu coincé parce que bon, je suis pas d'une famille hyper riche ou appartenant au cercle de pouvoir. Et par conséquent, j'avais que mes diplômes, j'avais que ma connaissance scientifique, technique que j'avais acquis au fil du temps qui devait me permettre de pouvoir lancer ma société. Donc, très rapidement, ça s'est fermé au Tchad. Et je m'étais rendu compte aussi qu'il y avait des arrêtés des ministres qui avaient été pris en fouillant un peu, qui m'empêchaient de pouvoir démarrer, qui pourraient empêcher mon entreprise de pouvoir démarrer. Je prends un exemple très simple, c'est que j'avais pensé au début mettre en place un incinérateur pour faire du traitement des déchets au Tchad, parce que c'est quelque chose quand même, quand on arrive à N'Djamena, on voit quand même qu'il y a des déchets partout, il y a des déchets pétroliers, on se dit qu'on pourrait éventuellement démarrer un tel business. Donc faire la valorisation des déchets et ensuite incinérer les déchets qui ne marcheraient pas. Et très rapidement, je m'étais rendu compte qu'il y avait un arrêté de 2015 pris par le ministre du Pétrole conjointement avec le ministre de l'Environnement qui donnait l'exclusivité du traitement de déchets dans tout le territoire tchadien à une société qui s'appelait la Sotrada. Et donc de ce fait-là, moi venant avec mon expérience internationale et tout ce que j'avais acquis et mes investissements, il fallait que je sois sous-traitant de cette société. Donc je suis allé faire un travail donc, de fond, ce qu'on appelle du benchmarking, et un travail aussi commercial pour connaître un peu la société pour laquelle on pourrait être éventuellement sous-traitant et créer un partenariat et travailler avec. Et à la tête de cette société, je me suis rendu compte que c'était des gens qui avaient été nommés par des ministres et ceci, cela. Donc déjà, en termes de crédibilité, pour nous, les entrepreneurs, ça augmente les risques de business. Et par la suite, on regarde les résultats de ces sociétés. On s'aperçoit que les résultats ne sont pas bons. Donc ces sociétés fonctionnent de faillite en faillite, ou en tout cas avec des résultats qui sont négatifs chaque année. Qui sont, donc ces sociétés vivent sous perfusion. Donc à partir de ce moment-là, vous vous dites, j'ai 100 000 $ ou 100 000 €, est-ce que je vais aller investir pour travailler avec ces sociétés-là? C'est pas possible, c'est aller jeter de l'argent. Donc de ce fait-là, on a refait ce travail pays par pays, et ça, il y a un truc qui est très intéressant en France, c'est qu'on a la BPI en France,
qui est un système de business qui vous informe, qui est très bien fait, qui vous donne des informations sur la santé des entreprises à l'international, en fonction de votre demande. Et là, on s'est aperçu qu'à Madagascar, il y a une société qui s'appelle Ambatovi, qui travaille dans les mines, qui extrait des nickels, et des, je sais plus, c'est du nickel, effectivement, donc dans la ville de Tamatave, qui se comportait, qui avait une très bonne santé financière. On s'est dit, bon, on va aller bider, on va se présenter à Madagascar, on va créer une filiale, une succursale, et on va aller bider, c'est-à-dire qu'on va aller répondre à un appel d'offres. Et c'est ainsi qu'on a répondu à un appel d'offres, et on a gagné l'appel d'offres, et ça nous a permis donc de pouvoir créer la filiale à Madagascar pour pouvoir démarrer les business là-bas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Excellent, merci. Les retombées pour le Tchad sur mon activité professionnelle à moi, pour répondre de manière très claire et directe, aujourd'hui, donc moi j'ai deux écoles. Une école qui fait de la formation à destination d'adultes qui veulent faire de la reconversion professionnelle, et une école qui forme des jeunes entre 17 et 25 ans au niveau Bac+2, Bac+3 sur des parcours commerciaux, des BTS et des bachelors. Aujourd'hui, moi, dans mon activité, 92% de mon chiffre d'affaires vient de fonds publics de l'État français. Parce que d'un côté, sur les formations en ligne à destination d'adultes, c'est pris en charge par un dispositif qui s'appelle le CPF, le compte personnel de formation. Et de l'autre côté, sur la formation des jeunes en alternance, c'est pris en charge par l'État aussi. Donc, si je voulais répliquer ce business-là au Tchad, il faudrait qu'il y ait au Tchad un dispositif qui s'appelle le CPF ou un dispositif qui s'appelle les OPCO qui prennent en charge l'alternance. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Pas certain que ce soit dans les cartons. Et donc, la réalité, elle est là. En revanche, en termes de contenu de formation en ligne à destination d'apprenants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes au Tchad, la vraie beauté de l'après-Covid, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a assimilé le fait qu'on puisse se former à distance, qu'on puisse acquérir des compétences à distance. C'est plus ou moins efficace que sur du présentiel, mais ça peut fonctionner notamment quand il peut y avoir des carences d'offres de formation en présentiel, comme ça peut être le cas au Tchad. Pour réussir à faire donc ce travail à l'international, vous avez parlé de filières et de succursales. Est-ce que ce serait bien de nous détailler, je ne sais pas moi, donner quelques détails sur les intérêts ou les avantages que ça aurait l'un ou l'autre des deux systèmes? Et pour ramener aussi, dans le cas du Tchad, est-ce que ce type de fonctionnement pourrait éventuellement, je ne sais pas, déverrouiller un peu certaines pratiques qu'il y a sur place pour pouvoir quand même malgré tout investir par exemple au Tchad? Alors, effectivement, comme je l'avais défini tout à l'heure, la société Énergie Global Service que j'ai créée a plusieurs ramifications. Donc, il faudra avoir une vue d'esprit. Très rapidement, on a la maison mère qui est basée en France, donc qui est centrale, ce qu'on appelle le HQ, donc l'unité centrale. Et ensuite, on a donc des filiales qui sont basées à Madagascar, en Angola, au Nigeria. À côté de ces filiales-là sont rattachées à la société mère qui est basée ici en France, avec chacune donc un directeur général que j'ai nommé et qui gère la structure avec avec son organisation. À côté de cela, j'ai créé donc d'autres sociétés qui s'appellent aussi Energy Global Services, mais que j'ai appelé des sister companies, c'est des compagnies sœurs à celles qui est en France et qui ne sont pas ramifiées juridiquement à la société française. Alors, pour revenir à votre question, l'intérêt, alors effectivement, à Madagascar, c'est une filiale, alors que en Angola, au Nigeria, c'est une succursale. Alors, pourquoi? L'intérêt se trouve purement sur le plan juridique. Alors, c'est peut-être très compliqué à expliquer, mais en deux mots,
lorsque vous créez une filiale, c'est-à-dire que vous créez une société qui, d'une manière juridique, peut fonctionner indépendamment de la maison mère. D'accord? Alors qu'une succursale, c'est juste un prolongement de la société mère vers ce pays en particulier. C'est-à-dire que si je crée une succursale en Angola, je ne suis pas obligé de nommer directeur général à la tête de la succursale. C'est-à-dire que moi qui suis directement en France, je peux être représentant juridique directement de la succursale. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une filiale. Dans une filiale, vous créez une filiale juridiquement, vous êtes obligé de nommer quelqu'un sur place, ou vous-même, dans tous les cas, mais si vous devez être aussi directeur de cette filiale, alors ça veut dire que vous devez avoir aussi une résidence dans ce pays avec tous les papiers, tout ce qui est légal pour pouvoir fonctionner. Donc ça, c'est un peu l'approche juridique. Hein. Donc, alors après, il y a des subtilités sur le plan financier, je ne vais pas trop en parler ici, mais bon, nous, sur le plan financier, ça nous permet de faire ce qu'on appelle de l'optimisation. D'accord? Souvent, c'est très compliqué d'en parler, mais globalement, ça permet en fait de réduire nos risques sur le plan financier au niveau local, de couper aussi un peu la responsabilité juridique qui pourrait éventuellement quitter ces pays et nous rattraper dans d'autres pays. D'accord? Dans le cadre d'une filiale, c'est une société donc, qui est responsable sur place de l'ensemble de ses activités et qui ne peut pas, et cette responsabilité ne peut pas être reportée à la maison mère aussi facilement. Donc voilà, donc il y a un peu toute cette subtilité. Je ne sais pas si j'ai essayé vraiment de l'expliquer de manière très simple et j'espère que je me suis fait comprendre. Okay. Alors, le cas Tchad, c'est un cas, c'est pas facile. Alors, je vous le dis très honnêtement, d'accord? C'est un pays qui n'est pas facile. Sur le plan entrepreneurial, il y a des garçons qui sont hyper intelligents, des gens qui sont motivés, qui sont capables de faire des choses incroyables. Mais il y a un système, d'accord, qui est en place aujourd'hui, qui, sur le plan juridique et sur le plan fonctionnel, ne permet pas vraiment, enfin, n'aide pas à avoir cette ascension. D'accord? La première fois que j'ai eu l'idée de créer la société Energès, et d'ailleurs, quand on va dans l'historique du site, on s'aperçoit que la première société Energès avait été créée au Tchad. C'était même pas en France. Donc, je suis rentré dans l'entrepreneuriat avec une société Énergie Global Services créée au Tchad. RCCM, tout ce qu'on veut, NIF, tout Tchad. Pendant le développement, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible à cause de tout ce que je vous avais expliqué. Il y avait des blocages partout et il y avait aussi un élément dont on a parlé avec Nathan tout à l'heure, c'est que la fiscalité au Tchad est tellement énorme que, en fait, ça vous asphyxie dès le démarrage de votre société. C'est-à-dire que la fiscalité, le taux d'imposition sur les sociétés, l'impôt l'IS, est de 45%. Donc, quand vous démarrez une société que vous avez 45% de taux, quelquefois sur l'IS, et ce n'est pas l'impôt, comme on le dit, ce n'est pas l'impôt sur les sociétés, attention, au Tchad, ça s'appelle l'IS, mais c'est l'impôt synthétique. C'est-à-dire que c'est sur votre business, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires. Donc, imaginez-vous en train de donner 45% de votre chiffre d'affaires en imposition. Vous ne pouvez pas tenir. C'est-à-dire que même si vous êtes une société comme Total ou n'importe qui est super costaud, qui vend des choses incroyables dans le monde, c'est difficile de pouvoir lâcher 45%. D'accord? Alors, ça s'applique aux PME ou aux toutes petites entreprises. Ce n'est pas applicable aux grandes entreprises. Tant mieux. Mais quand vous démarrez en tant qu'entrepreneur, vous avez une petite entreprise qui ne vaut pas grand-chose. Donc forcément, vous êtes soumise à cet impôt synthétique. Et cet impôt synthétique qui est de 45% vous étrangle dès le démarrage. Donc voilà un peu les difficultés, les challenges auxquels on est souvent confrontés et qui font que quelquefois, vous nous voyez briller à l'international et finalement, dans nos propres pays même, où on veut vraiment faire des gros investissements, on est étranglé, on n'arrive pas à avancer. Donc voilà la difficulté, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Un peu.
structure juridique, c'est une question à la fois de gestion de la fiscalité et aussi une question de gestion du risque. Globalement, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier et que vous avez 5 œufs dans un panier, s'il y en a un qui est contaminé, les 4 autres le sont aussi. Et juste un point important sur ça, c'est que ça, il faut toujours l'avoir en tête, sur le fait que on n'y pense pas souvent assez au départ, mais le choix de la structure juridique, le choix de qui détient combien de parts, etc., c'est des choses qui vous accompagnent pendant très longtemps, donc il faut y faire attention. Et juste un conseil sur ça, c'est que parfois, j'espère qu'il y a plein de personnes parmi vous qui allaient monter des entreprises, les développer. À un moment ou un autre, vous allez devoir vous confronter à de l'endettement bancaire, vous allez devoir aller voir des banques pour leur demander de prêter de l'argent. Un conseil, ne vous portez jamais caution personnelle. Ça veut dire que le fonctionnement d'un emprunt bancaire, c'est ce qu'on appelle la responsabilité limitée. Vous avez une existence séparée de l'entreprise. Vous n'êtes pas l'entreprise. Donc, vous avez une entreprise, c'est l'entreprise qui s'endette. L'entreprise prend 100 000 € de dette auprès de la banque. Si l'entreprise fait faillite, c'est le problème de l'entreprise, elle n'existe plus. La banque ne peut s'en prendre qu'à l'entreprise. Elle ne peut pas s'en prendre à vous. Le problème, c'est que régulièrement, les banques demandent ce qu'on appelle une caution personnelle, qui fait que si l'entreprise, dont vous êtes actionnaire, s'endette à hauteur de 100 000 €, si l'entreprise fait faillite, on vient vous chercher sur vos fonds personnels. C'est pas toujours possible parce qu'il y a des façons de faire où les banques ne prennent que de cette manière. Mais si vous pouvez éviter de ne jamais être caution personnelle, faites-le, ça vous évitera des péripéties que personne ne veut rencontrer. Objectif, où vous êtes sur un stade où il faudra encore réorienter votre business. Merci. En fait, donc il y a un document qui est assez important, notamment qui peut être demandé par les banques au moment où on vient leur demander de l'argent. C'est ce qu'on appelle un business plan. C'est quelque chose qui globalement projette. C'est quelque chose qui parle de l'avenir. C'est qui projette dans 1, 2, 3, 4 ou 5 ans où est-ce qu'on veut en être en termes de chiffres financiers. Moi, dans tout ce que j'ai fait dans toutes mes entreprises, ça s'est jamais réalisé, d'une manière ou d'une autre. Parfois c'était plus faible que ce que je pensais, parfois c'était plus que ce que je pensais, mais ça s'est jamais réalisé. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une ambition, de formaliser un business plan, de se projeter, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que ça se réalisera pas. Et c'est là simplement pour motiver, donner un cadre, donner une perspective. Mais l'entrepreneuriat, à la fin de l'histoire, ça se révèle jamais être ce qu'on avait pensé être avant. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, je pense que l'entrepreneuriat, c'est être sur un bateau qui est dans des eaux mouvantes continuellement. Chaque jour est différent, chaque jour apporte son lot de challenges à gérer, à régler. Et en fait, je pense que c'est impossible de se dire qu'on est arrivé quelque part, parce que même si on a dépassé les ambitions initiales, tout reste quand même très fragile, parce qu'encore une fois, c'est une question de personnes. Et donc, je pense que la leçon numéro 1, c'est le fait qu'on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers, quand bien même on ait dépassé des objectifs qu'on se soit initialement fixés. C'est mon avis. Oui, tout à fait. Moi, je te rejoins dans ce sens-là. C'est que dans le cadre justement des sociétés avec des filiales et des choses comme ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait régulièrement des projections budgétaires. Donc, chaque début d'année, on s'assied dans une réunion avec les responsables concernés et on fait une projection budgétaire. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, voilà les cibles, voilà les clients, voilà les cibles, voilà nos ambitions, et de manière optimiste, où est-ce qu'on peut arriver? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme marché? On essaie par la suite de pouvoir chiffrer ça, pour avoir une idée globale. Ensuite, on regarde un scénario pessimiste. Donc c'est un scénario où on s'est dit, bon, finalement, peut-être qu'on ne va pas avoir, au lieu d'obtenir ce marché qui vaut peut-être 5 millions, peut-être qu'on va obtenir un petit marché qui va valoir peut-être 200, 300 000.
Et à ce moment-là, on taille notre organisation aussi en fonction de cette projection qu'on a faite. Donc on a une organisation qui est taillée sur la base d'une organisation optimiste, d'une projection optimiste, et une organisation qui est taillée aussi sur la base d'un point d'atterrissage, comme on le dit dans notre jargon, pessimiste. Et c'est à partir de là où on bouge le curseur donc, de manière régulière, et souvent on dit oui, mais l'entreprise marche, et pourquoi vous libérez les gens quelquefois? C'est parce qu'en fait le curseur qu'on a positionné est peut-être en train d'aller dans le sens de scénario pessimiste. À ce moment-là, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'anticiper ces choses-là. Donc on réduit rapidement les coûts fixes en général, pour éviter justement de se retrouver dans une situation pessimiste ou peut-être pire que la situation pessimiste. Donc ça, c'est le business plan qui le définit, mais c'est aussi la gestion permanente et contrôlée de l'entreprise tous les jours. Donc tous les matins, vous vous levez, vous regardez vos chiffres, comment ça se passe, les tendances, le marché, vous anticipez aussi éventuellement l'impact, par exemple la baisse du pétrole, la baisse du prix du gaz, la baisse du prix des nickels, parce qu'il y aura un conflit au Moyen-Orient qui va bloquer tel port, qui va entraîner l'arrêt par exemple de telle production, et donc toutes ces choses-là. Vous vous levez le matin, vous allumez votre radio, vous prenez votre journal, vous allez sur Internet, vous vous renseignez pour être vraiment au point. Donc ça c'est très important. Alors, par la suite, parler de réussite. Je n'aime pas parler de réussite parce que on est dans un secteur où on est souvent, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est extrêmement fragile. C'est-à-dire même quand vous pensez que vous êtes arrivé parce qu'effectivement vous avez fait des très beaux chiffres d'affaires, vous avez commencé à 100 000 € et puis vous avez plusieurs millions, en face vous avez des clients. Un client peut vous lâcher à un moment où vous ne vous attendez pas. Donc d'où l'intérêt d'avoir, nous on a développé donc la responsabilité, ou en tout cas le département développement, et c'est mon épouse d'ailleurs qui s'en occupe, parce qu'elle est sortie d'école de commerce et par conséquent elle est mieux dotée que moi pour faire ce travail. Et donc il y a un aspect développement qui doit fonctionner coûte que coûte. C'est-à-dire qu'on leur met beaucoup de pression parce que le client peut vous lâcher à tout moment, ou votre client principal peut vous lâcher à tout moment, celui qui pèse, je ne sais pas moi, 30% de votre chiffre d'affaires peut vous lâcher à tout moment. Donc il faut que le développement tienne en permanence pour que vous ayez de la perspective pour rebondir. Sinon vous allez mourir. Donc je ne parle jamais de réussite, je parle plutôt de tendance vers la réussite. Parce qu'effectivement, à un moment donné, et ça c'est vrai, il ne faut pas quand même se le cacher, c'est que vous, au bout d'un certain moment, votre projection va faire en sorte que vous vous sentez à l'aise financièrement. C'est-à-dire que vous avez développé une entreprise qui fait beaucoup de chiffres d'affaires, qui fait de la très bonne marge, ça c'est important parce que ce sont vos bénéfices, et vous savez que ça, vous l'avez mis sur votre compte, vous vous êtes déjà payé en tant que salaire ou en tant qu'intérêt, vous êtes déjà mis ça dans votre compte bancaire, personne ne viendra le chercher. D'accord? Donc vous avez des organisations qui sont là, qui vous sécurisent ça, qui vous expliquent comment il faut sécuriser ça, pour que si demain quelque chose se passe mal, ça soit au nom de vos enfants et que vous ne perdez pas tout. Donc ça, il y a des spécialistes juridiques pour ça. Donc moi je pense qu'on ne peut pas parler de réussite, mais on parle de tendance de réussite, d'accord, qui est très important parce qu'on est extrêmement fragile et à tout moment, quelque chose de mauvais peut nous arriver sur le plan du développement commercial et on peut vaciller. Et la question que je voudrais vous poser, oui, la question que je voudrais, donc ma question est un peu naïve, hein, vu tout ce que vous venez de nous expliquer, qui aujourd'hui est fou pour aller investir au Tchad et qu'est-ce qu'il faut faire par exemple pour aller par exemple créer une société, des informations selon lesquelles, bon, par exemple, j'ai eu, c'est que dès qu'on veut, par exemple, créer une société, vous êtes taxé déjà à 50%. Il y a les taxes qu'ils font, on le voit par exemple avec les sociétés, avec les opérateurs par exemple téléphoniques.
Donc ma question, comme je l'ai dit, elle est un peu naïve. Qui peut aujourd'hui va aller par exemple à investir au Tchad, et puis qu'est-ce qu'il faut envisager? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut exactement pour que les conditions soient réunies pour des gens qui ont de l'ambition, par exemple, pour le Tchad? Je vais laisser Constant répondre parce que je pense qu'il sera beaucoup plus compétent que moi. Juste un petit calcul pour que tout le monde se rende bien compte de ce que Constant a expliqué tout à l'heure. Prenons deux sociétés, une en France, une au Tchad, qui font exactement la même activité, le même chiffre d'affaires. Donc les mêmes ventes, les mêmes revenus. Ils font 100 000 euros de chiffre d'affaires. Celle en France, elle fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Constant parlait d'un concept qui est très important, c'est le chiffre d'affaires, c'est bien, la marge, c'est-à-dire après avoir payé les coûts, c'est mieux. La vraie question, c'est pas le chiffre d'affaires, la question, c'est la marge. Une entreprise correctement gérée va faire entre 10, 15, 20% de marge. Donc cette société en France fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et 20 000 euros de marge, admettons. En France, l'impôt qu'elle va payer, c'est 25% de son bénéfice, donc 25% des 20 000 euros. Donc ça va représenter 5 000 euros d'impôt. Une entreprise qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires va payer 5 000 euros d'impôt. Au Tchad, une entreprise qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires va payer 45 000 euros d'impôt. 5 000, 45 000. C'est ça les ordres de grandeur. Je laisse Constant répondre. Oui, exactement. Alors, effectivement, votre question n'est pas naïve, hein, elle est très pertinente et demande d'ailleurs réflexion. Moi, je suis de nature optimiste. Je suis de nature optimiste. J'ai souvent dit, j'ai grandi dans un environnement comme la plupart des gens qui sont ici. Hein. On a connu les années 79 avec la guerre au Tchad et tout ça, avec notre scolarité qui a été perturbée. Nous, les autres, on est arrivés en terminale, je ne sais plus, à 22 ans. Donc voilà, alors que les enfants aujourd'hui arrivent en terminale à 16-17 ans. Et puis, quand on a commencé nos prépas, on est arrivé en France, on était avec des garçons qui avaient 16-17 ans, qui étaient très forts en maths. Et puis nous, on était des gaillards barbus. On se disait, est-ce qu'on va s'en sortir? Et puis, à force de travailler, nous y sommes parvenus quand même. On y arrive. Donc, je suis de nature très optimiste. Et je pense très fondamentalement que le Tchad, c'est un pays, si vous me permettez le terme, que je considère comme complètement vierge en matière de business. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'opportunités. Il suffit vraiment de vous mettre devant votre portail, de regarder autour de vous, et vous allez forcément trouver du business à faire. La difficulté qu'on a, effectivement, comme vous l'avez bien signalé, identifié, ce sont les institutions. Est-ce que aujourd'hui il y a une politique managériale ou en tout cas entrepreneuriale définie par le ministère des PME ou le ministère du Commerce qui permet de pouvoir avancer effectivement dans ce sens? Donc là-dessus, je me réserve parce que je pense qu'il y a des points de blocage. Il y a des points de blocage. Tout à l'heure, avec Nathan, on avait énuméré le cas justement de l'imposition sur l'impôt, sur les sociétés, l'impôt synthétique, qui quand même ne permettent pas vraiment de pouvoir réaliser ce qu'on veut. Mais il y a d'autres blocages aussi. Il y a des blocages sur le plan institutionnel. Il faut le reconnaître, et ça, il faut se le dire. Moi, j'ai toujours tendance, quand je rentre, je toque devant les portes des ministères, je leur dis, écoutez, arrêtez de croire que les gens qui viennent faire des investissements, ce sont des gens qui sont riches. Les gens viennent pour créer la richesse. Et la richesse, quand on crée une entreprise, on crée de la richesse, on crée de la valeur ajoutée. On embauche des gens, on réduit le nombre de chômeurs. Les gens qui sont diplômés aujourd'hui au Tchad, qui se retrouvent devant à faire, je ne sais plus comment on appelle ça, les motos, les clandos. Moi, je ne sais pas, moi j'arrive à N'Djamena, j'ai des garçons qui ont des maîtrises, des maîtrisards, des licenciés, des garçons qui sont brillants, à qui on n'a pas donné cette possibilité parce qu'il y a tout un système institutionnel qui est bloqué et qui ne leur permet pas de pouvoir vraiment avancer dans ce sens. Il y a l'aspect formation. Aujourd'hui, on fait en général
ça c'est une réalité aussi en France. On pense que finalement la formation initiale c'est la meilleure formation. Voilà, vous faites votre école, vous arrivez en première scientifique, vous avez votre bac scientifique, vous avancez. Mais au Tchad, c'est aussi ce qu'on pense. Mais en réalité, on ne pense pas à la formation professionnelle, c'est-à-dire à apprendre aux gens à faire un métier. Donc ces garçons finissent et à la fin, ils sont très intelligents parce qu'ils peuvent vous sortir des formules comme pas possible, mais ils ne savent pas faire cuire du pain. Ils ne savent pas, je sais pas moi, monter des échafaudages, toutes ces choses-là. Donc le blocage, il n'est pas seulement dans le sens des institutions comme on peut le penser, ça existe, c'est vrai. Il y a des arrêtés, il y a des décrets, il y a plein de choses qui ne permettent pas d'avancer plus facilement dans ce sens, mais il y a aussi un blocage qui vient aussi de la formation des personnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus dans le sens de la formation professionnelle, qu'on oriente très rapidement les garçons ou les filles dans des domaines dans lesquels on pense qu'il y a du métier. Il faut les orienter là-dessus. Et ça, c'est hyper important. Le dernier aspect de votre question qui est assez important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir lever ça? Alors là, j'aurais bien aimé avoir la baguette magique pour pouvoir répondre à cette question. Elle est vraiment difficile, mais je pense qu'il y a un travail commun qu'on peut faire. Il y a un travail de groupe et il ne faut pas se décourager. Il faut toujours aller toquer devant les ministères. Tout à l'heure, j'évoquais le cas de cet arrêté qui nous empêche de pouvoir faire autre chose, de travailler au niveau de l'incinération. Aujourd'hui, il y a une mission qui va partir au Tchad la semaine prochaine, qui sera dirigée par le responsable du département développement chez moi, qui va aller jusqu'au plus haut niveau pour continuer à toquer et à se battre. Donc il faut continuer à se battre dans ce sens. Je pense qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités vraiment d'aller dans ce sens. Et plus on se bat, plus on emmerde, si vous me permettez le terme, ces gens-là qui nous bloquent, et à force de les harceler, ils finissent par accepter la chose et lever certaines directives. Et je pense qu'il n'y a que ça qu'on peut faire. Sinon, à la fin, bon, on se résigne et puis on fait un peu ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire je suis allé chercher ailleurs, à Madagascar et dans d'autres pays, parce qu'on m'a ouvert les portes. Et puis bon, le Tchad, on verra bien comment ça va se passer un jour, et s'ils vont mieux, ils vont m'appeler. Mais bon, finalement, on arrive quand même à se dire, il faut quand même se battre, il faut repartir, on se retrousse les manches, on continue à se battre, et on va y arriver. La roue tourne, de toute façon ça va tourner, et à un moment donné, les choses vont changer. Voilà. Du céréal, du manioc, du riz, du piment, de tout ce qu'il y a que la femme peut faire, que la jeunesse peut faire, que les vieux. Aujourd'hui, l'Afrique, elle a besoin de la terre. Il y en a de la terre, il y a de quoi faire à la terre. Tous les jeunes s'en vont en ville et les villages sont déserts, il n'y a personne. Il faut nous mobiliser pour créer des petites coopératives agricoles et favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Aujourd'hui, il n'y a que comme ça qu'on peut investir l'Afrique et intéresser les jeunes à valoriser tout ce que nous avons. Nous n'avons pas besoin d'avoir du céréales qui vient de, je ne sais pas, la Chine. On a besoin de manger et de vivre. Et aussi d'avoir des unités de transformation dans nos pays nous permettra de conserver nos aliments, de remanger, de reproduire. Donc aujourd'hui, j'invite un peu beaucoup de gens à s'investir un peu dans l'agriculture. Bien. Merci madame, merci pour votre participation. Profitons-en, c'est bientôt la fin. D'autres questions? Je voudrais compléter madame. Oui. Ah, monsieur. Alors madame, je voudrais juste compléter ce que vous dites. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets justement dans le sens de l'agriculture, d'accord. Et si vous me permettez de faire un extra sur le Tchad en particulier, parce que nous sommes un pays sahélien. Il y a une partie désertique au nord, une partie qui est composée de savanes au centre, et puis une partie plus ou moins tropicale vers le sud. Donc, nous avons les possibilités, nous avons plusieurs possibilités pour développer des types d'agriculture au Tchad de manière
générale, et donc on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire au Tchad. Vraiment, j'en suis persuadé. Et je pense qu'il y a un gros travail, effectivement, des jeunes entrepreneurs. Il y a un Tchadien qui est en Belgique, qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, pour effectivement qu'on puisse réfléchir dans ce sens-là. Mais il y a un problème en particulier qui aujourd'hui freine le développement, c'est la conservation de nos produits. Et la conservation nécessite de l'énergie. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart, pour conserver nos produits en frais, il faudrait avoir des réfrigérateurs, des grosses unités de réfrigération. Et on a des problèmes d'énergie au Tchad. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité. D'accord? C'est un problème. C'est-à-dire que l'agriculteur, ou comment on appelle ça, l'éleveur, n'arrive pas à conserver ses produits au frais. Alors, il y a des débuts de solutions qui aujourd'hui commencent à apparaître plus ou moins. Il y a des champs photovoltaïques qui commencent à être créés au Tchad. Il y a des éoliennes qui ont été positionnées au nord. Malheureusement, il y a eu des problèmes de maintenance, donc aujourd'hui, ça a été abandonné en tout cas. Mais il y a aussi d'autres projets qui malheureusement ne sont pas allés jusqu'au bout, c'est-à-dire que nous, moi personnellement, j'avais été contacté pour réfléchir sur les solutions d'énergie au Tchad, et ce que j'avais proposé à l'époque, c'était d'éliminer les groupes diesel qui consomment beaucoup de gasoil et qui coûtent extrêmement cher, qu'on ne peut pas comment on appelle ça, tenir pendant longtemps, utiliser éventuellement des groupes à gaz. Parce qu'aujourd'hui, la production pétrolière au Tchad génère du gaz, et ce gaz-là, nous les brûlons. Pour éviter de saturer l'atmosphère, on torche ces gaz. Donc il faut récupérer ces gaz à travers le sens inverse des pipes et les faire arriver jusqu'à la capitale pour utiliser ces groupes qui fonctionnent avec du gaz. Le Gabon l'a fait aujourd'hui, la ville de Port-Gentil tourne avec des groupes, mais qui ne fonctionnent pas au diesel, qui fonctionnent au gaz, parce que ce sont ces gaz-là qui récupèrent, qui permettent de fonctionner, faire tourner ces groupes. Donc ça, c'est très important. Il y a des projets peut-être comment on appelle ça, hydroélectriques, qui n'ont pas pu être développés parce que ça coûte cher. Mais je pense qu'il y a aussi des projets de turbines qui fonctionnent aussi à gaz. Et ça, c'est des choses qu'on pourrait mettre aujourd'hui en place au Tchad. Pour l'instant, il y a des blocages, il faut le reconnaître, parce qu'il y a des commerçants qui vendent du brut qu'ils importent du Nigeria et du Cameroun. Ces gens-là ont beaucoup de pouvoir et ils font comprendre clairement que si on arrête ça, avec quoi eux, ils vont nourrir leur famille. Donc il y a aussi un aspect social qui est en discussion aujourd'hui. Mais je pense que l'enjeu est tellement important qu'il ne faut pas s'arrêter à ces aspects qui sont peut-être moins importants. C'est assez social, c'est important. Mais vu de manière globale au pays, il y a d'autres solutions qui passent par le gaz et les autres le font, ça marche. Et je pense que nous aussi, on peut le faire. Nous sommes presque une cinquantaine dans cette salle. Et si je compte, il y a à peine 4 entrepreneurs ici. 4 parce que je compte aussi Irène, qui est coiffeuse, qui est en Suisse, qui est entrepreneur. C'est important. Ça fait déjà presque 10 ans qu'elle est à son propre compte. Donc, une entreprise, lorsqu'elle dépasse les 3 ans ou 4 ans, on espère que c'est une entreprise qui marche. Donc, félicitations, Irène. Je voulais faire un constat sous la supervision du président de la diaspora tchadienne qui est dans cette salle. La communauté tchadienne, ou je veux dire l'immigration tchadienne, est une immigration très récente. C'est une immigration qui a commencé en 1979, lorsque les Tchadiens qui sont venus pour des raisons d'études ne pouvaient pas rentrer chez eux au Tchad parce que le régime n'attendait que leur retour pour les tuer. Et c'est en ce moment-là que les Tchadiens ont cherché à aller à la préfecture pour demander des titres de séjour. Et c'est comme ça que l'immigration tchadienne est née. Avant cela, il n'y avait pratiquement pas d'immigrés tchadiens parce que tous les Tchadiens qui étaient ici en France, quand ils terminaient leurs études, ils rentraient. Donc, nous sommes une diaspora
réussi sur le plan intellectuel. Parce que la plupart qui sont venus ici, c'est pour les raisons universitaires. Donc, sur le plan intellectuel, nous sommes très riches. Par contre, nous sommes une diaspora qui est pauvre économiquement. Et lorsqu'on est pauvre économiquement, on ne peut pas faire bousculer les choses. Cette réflexion, ou bien ce que je viens de dire, devrait permettre à tout un chacun, surtout les jeunes qui sont dans cette salle, de pouvoir peut-être réorienter votre vision des choses. Allez-y peut-être vers l'entrepreneuriat, même si c'est un chemin très difficile, périlleux, mais il faudrait que vous ayez le courage. Si on peut peser lourd économiquement, je crois qu'on pourra faire bouger les choses au Tchad. Je vous remercie. Merci, merci. Bon, la conférence touche à sa fin, malheureusement. Toutefois, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je l'ai trouvée très enrichissante, avec des profils de nos entrepreneurs également très différents et très intéressants à la fois. Donc vraiment, je vous remercie infiniment d'être présent, d'avoir répondu à notre appel. Ce fut un réel plaisir pour nous. Et merci à vous tous d'être présents, d'avoir participé, d'avoir fait le jeu. Et nous espérons vous revoir très prochainement, d'ici 1 an, on va dire. Donc voilà, applaudissez-vous. Un petit mot avant pour remercier et féliciter Caroline. Bon, c'était la première animation d'une conférence devant une audience aussi large. Bravo à toi. Merci d'avoir été invité avec nous. Merci beaucoup.